Merci beaucoup pour l'accueil de Martin et moi. C'est un plaisir de venir à Diolfi pour vous parler de Philippe Jacotet, un auteur qui nous est cher. Personnellement, c'est aussi une émotion parce que quelqu'un m'a passé une coupure de presse récemment en Suisse sur Diolfi. J'ai appris que c'était un lieu particulièrement rare en France, où étaient réfugiés pendant la dernière guerre beaucoup de juifs, de communistes, de résistants, peut-être de tziganes, et que tous ces gens, en particulier les juifs, ont été protégés. Aucun n'a été livré à l'occupant allemand grâce aux multiples ruelles sinueuses dans lesquelles j'ai marché tout à l'heure pour imaginer cet acte de bravoure. Donc j'ai l'impression d'être dans un lieu extrêmement noble, humainement. Voilà. Pour parler de Philippe Jacotet entre les langues, nous avons convenu avec Martin, qui est traducteur vraiment professionnel, que j'allais d'abord vous parler d'une expérience empirique pour moi, celle d'éditer ses œuvres en Pléiade, et vous verrez en quoi, dès le départ, il s'agissait d'un auteur particulier, d'un poète, pas seulement poète. Lorsqu'il m'a appelé et demandé de prendre la responsabilité de cette édition, j'ai cru qu'il se trompait. J'ai refusé, bien sûr, puis j'ai résisté, pensant qu'il avait des commentateurs chevronnés en France, ce qui est vrai, spécialisés depuis très longtemps, auteur de nombreux essais sur son œuvre. Mais il a persisté et signé, tenant absolument à deux personnes. Il s'est adressé, il voulait s'adresser pour la préface à Fabio Pusterla. Alors c'est intéressant, qui est traducteur de ses œuvres en italien, domicilié à Lugano, et qui est suisse-italien. Et pour l'édition elle-même, derrière ma personne, il y avait l'Université de Lausanne, bien sûr, il faisait un choix inattendu, non conformiste et très indépendant. Et quand je l'ai compris, j'ai accepté. Un choix qui atteste de liens très étroits qu'il avait avec la poésie. Fabio Pusterla est poète, et moi aussi. Et aussi le choix qui atteste de liens très étroits qu'il a gardés avec son pays d'origine, la Suisse, ou une certaine Suisse, où ont paru quand même un très grand nombre de ses livres avant que Gallimard ne devienne son principal éditeur. Les liens intellectuels, si vous voulez, littéraires, comme ses affinités sensibles, étaient restés très vivants en Suisse romande. Et en Suisse italienne, par Fabio Pusterla. Ensuite, nous avons choisi, Philippe Jacotet et moi-même, deux collaborateurs clés qui ont travaillé avec moi, qui étaient français. Hervé Ferrage, auteur d'une thèse sur Philippe Jacotet, sur l'esthétique du fragment, et puis Jean-Marc Sourdillon, auteur aussi français d'une thèse, enseignant en classe préparatoire et traducteur lui-même de la philosophe espagnole Maria Zambrano. Mais ça donnait, si vous voulez, ces deux personnes, Fabio Pusterla et moi-même, à ce volume une dimension d'emblée transfrontalière. Et non seulement franco-suisse, puisqu'on a associé deux Français, mais transculturelle, parce qu'au seuil même du livre, la préface de Fabio Pusterla, dans sa version originale, était écrite en italien. Nous avons donc dû convaincre Gallimard, c'est complètement inédit pour eux, de mettre une préface traduite en français de l'italien. L'Italie, je rappelle, pays d'élection entre tous pour Philippe Jacotet. Voilà une Pléiade à l'image d'un auteur, grand traducteur, avant même d'être connu comme poète. On l'a vu dans le film, L'amour à Venise de Thomas Mann. Il a traduit le Banquet de Platon juste après, puis sa grande traduction, l'Odyssée d'Homère,
qui est toujours joué au théâtre et qui a connu d'innombrables republications, l'ont fait connaître, je dirais quand même avant même qu'il soit reconnu comme un poète fondamental. Il a toujours entretenu avec Paris, avec la Suisse romande et avec des pays européens des liens étroits mais souples, libres. J'aime le rapprocher au fond d'un Claudio Magris, si ça vous dit quelque chose, par cette position, grand auteur de langue italienne, mais par cette position excentrée. Claudio Magris est de Trieste. Il a cette identité qu'a Philippe Jacotet de la frontière, de la marge, qui crée dans l'esprit de l'auteur un décalage fécond. On peut rapprocher Philippe Jacotet aussi de Peter Handke, par exemple, qui vient de Carinthie, l'extrême sud de l'Autriche, tout près de la Slovénie. Et voilà aussi chez Handke un auteur issu d'une région bilingue, allemand-slovène. Ingeborg Bachmann, qui a traduit Philippe Jacotet, est de la même région. Avec, chez Handke, une même prédilection que chez Jacotet pour la note, le fragment, le texte en morceaux, si vous voulez, l'instantané. Ce ne sont pas des textes en surplomb, compacts, lourds. Ce sont toujours des textes faits de fragments agencés entre eux. Et là, je crois qu'il y a une identité déjà transculturelle, mobile, je ne dirais pas déracinée, mais pluri-enracinée, qui joue au souterrain des textes. Même indépendance d'esprit qu'un Claudio Magris, par exemple, chez Philippe Jacotet, même attention très vive pour ses contemporains, pour l'intertextualité et le dialogue des cultures. Assez rare, en fait, quand on regarde la poésie française contemporaine. Encore un point commun, Magris n'a jamais, comme Jacotet, séparé la littérature du voyage, chez Jacotet, de la transaction secrète en littérature. C'est un voyage aussi. Alors, Philippe Jacotet, un passeur. J'ai compris, en commençant cette Pléiade, qu'on n'allait pas faire une Pléiade sur un poète absolu, mais sur un passeur, un traducteur, un commentateur et un écrivain de création. Je mentionne sans m'arrêter qu'il a une activité de critique considérable. Il a, depuis les années 50 à peu près, travaillé, écrit régulièrement des chroniques immenses pour la Gazette de Lausanne et la Revue de Lausanne, qui sont des journaux, qui étaient des journaux d'une grande ampleur littéraire. Il a présenté d'innombrables auteurs français, Claudel, Rob Grillet, Sarraute, Breton, Char, Supervielle, Jouve, d'innombrables. En Suisse, parlant aussi de la littérature étrangère, sous-entendu, il la lisait abondamment, Faulkner, Hopkins, Petrarch, la poésie allemande, la poésie autrichienne. Tous ces auteurs affluaient en Suisse romande sous la plume de Philippe Jacotet, dont les chroniques, dont certaines ont été reprises, seulement certaines, dans l'Entretien des Muses ou la Transaction secrète. À l'égal de ces chroniques, il publiait dans la revue 84, puis la Nouvelle Revue française, de nombreuses chroniques, souvent consacrées à des poètes suisses. Vous voyez qu'il était préoccupé, toujours, de soutenir, de susciter, voilà, je cherchais le mot, de susciter des échanges d'énergie, des circulations de la culture. En passant, c'est très intéressant d'observer, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, quand il traite un poète, prenez Ponge par exemple, ou Bonnefoy, il le traite rarement tout seul. Il le met en relation avec un autre poète, souvent d'une autre culture. Il a comparé, par exemple, Ponge et René Char, bon, il a mis Ponge et Rob Grillet, mais André Dautel et Monique Saint-Hélier, une romancière suisse. Il a fait ça très souvent. Donc vous avez toujours une vision en mouvement d'une œuvre par rapport à une œuvre, par rapport à une autre, et très rarement une vision absolutiste de l'œuvre.
Il a par exemple parlé abondamment de Bonnefoy, poète dont la Pléiade va sortir incessamment, en relation avec un poète qu'on ne lit pas en France, certainement, qui est de l'époque de Ramus, suisse romand, qui s'appelle Pierre-Louis Matet. Et il a créé des liens entre les deux. C'était audacieux au possible. Un jeune poète français, un ancien poète suisse romand, et lui voyait des ponts, des passerelles, des rapports. C'est vraiment un poète à la rencontre de l'autre, curieux, ouvert, cherchant le dialogue. Après, on arrive à des œuvres que Martin Rueff va commenter davantage, mais des grandes œuvres européennes, comme Hölderlin, Mandelstam en Russie, Góngora, Ungaretti. Ça, c'est des grandes traductions choisies par Philippe Jacotet, non pas purement alimentaires, comme Carlo Cassola, mais vraiment des traductions électives et des amitiés littéraires électives. Et puis, bien sûr, Rilke, un poète qu'il a suivi depuis l'adolescence. Il a commencé à le traduire en 1942. Il n'avait pas 20 ans. Il s'amusait à traduire du Rilke en revue ou pour lui, donc on l'a trouvé dans ses manuscrits. Et il a fini par vivre avec Rilke, a proposé une monographie sur Rilke aux éditions du Seuil, a publié des traductions de plus en plus pour le Seuil aussi. Puis finalement, il s'est attaqué au plus difficile, c'est les élégies de Duino qu'il a publiées, si je ne me trompe pas, en 2008, à la Dogana. Il avait des amitiés transculturelles, si vous voulez, fidèles. Philippe Jacotet est très, très ouvert, très fidèle. C'est une ouverture dans la ténacité. Il n'est pas dispersé, il est cohérent, fidèle. Il y a une certaine, permanence dans ses mouvements intérieurs. Encore deux mots. Pour Rilke, il a consacré un très grand nombre de pages dans un livre paru chez Gallimard, d'une lyre à 5 cordes, où il publie certains auteurs qu'il a traduits. C'est une anthologie de ses traductions. Vous trouvez Rilke, comme par hasard, occuper une très grande place au cœur de ce livre. C'est la preuve que c'est un auteur qui comptait plus que tout et avec lequel il a cheminé toute sa vie. Alors, encore deux mots, si je peux, juste. Voilà. En fait, pour revenir à l'œuvre, c'est un poète assez rare parce qu'il n'écrit jamais tout seul. Quand il écrit, il réfléchit à ce qu'il fait, à l'activité du poète en passant par l'œuvre d'autrui. C'est passionnant à observer. C'est une réflexion en permanence décentrée, délocalisée et transculturelle dans tous ses livres. Alors, je prends un exemple, Dante. Il ne l'a jamais traduit. Il m'a toujours dit, je ne peux pas traduire Dante. Un auteur qu'il affectionnait énormément et dont il a toujours envié cette capacité de dire en absolu, insaisissable, de la manière la plus simple et concrète possible, sans aucun ornement. C'était un peu son idéal à lui. Il a cette formule magnifique pour dire que c'est une voix sans après, Dante passe et parle. Il passe et il parle. Tellement simple. Alors ça l'a fasciné, et même qu'il ne l'a jamais traduit, vous trouvez dans ses livres de nombreuses notes ou références à Dante. Je vous en lis une dans La Semaison, où il ne traduit pas, il regarde le paysage et il dit, un moment de stupeur, revoir le ciel étoilé, cristallin, noir de l'hiver, en pensant au vert du paradis, au voyage de Dante dans les 9 ciels. Donc on peut réaliser ce que le poète d'une autre culture, d'une autre langue, enrichit son propre regard sur l'environnement qui est le sien. Même chose pour Ungaretti.
dont il a été alors un traducteur attitré, et finalement le traducteur électif d'Ungaretti, il s'est beaucoup inspiré de la construction des livres d'Ungaretti pour construire les siens. Il était fasciné par la manière qu'avait Ungaretti de mélanger prose et réflexion personnelle, description des paysages, éléments historiques, si vous voulez, une sorte de narration documentaire sur l'Italie, et des réflexions presque philosophiques, existentielles sur la vie, sur la mort. Au fond, ce que Philippe Jacotet a toujours cherché à faire, ces récits de voyage en témoignent. Voilà, pour vous dire, si on regarde les dates de ces livres, les livres qui suivent ou qui sont contemporains de ces traductions d'Ungaretti portent la marque d'Ungaretti. Il ne traduit pas une œuvre, un vers de Hölderlin, un vers de Rilke, il traduit des êtres humains, des voix, des sensibilités, c'est ça qui l'intéresse, qui éclairent son propre chemin. Et la traduction d'Ungaretti, écrit-il dans une lettre à Gustave Roux, me donne l'occasion de relire tel fragment de Pétrarque, de Léopardi, d'un œil neuf, plus attentif, et d'admirer une fois de plus le pouvoir de la poésie arrivé à ce niveau. Donc, un poète qu'il traduit le conduit à lire d'autres poètes qu'il ne traduit pas. Le dernier exemple que je citerai ici, c'est Paul Celan, dont il a traduit 4 poèmes seulement, expliquant qu'il était incapable de traduire davantage de Paul Celan. Ces 4 poèmes ont paru dans une revue qui s'appelle, une revue qui s'appelle Les Cahiers du chemin, qui était dirigée par Georges Lombrich, chez Gallimard. Et quand vous regardez ces traductions, c'est contemporain du recueil Leçons. Et quand on lit le recueil Leçons, qui est un des plus forts livres, recueil de poèmes de Philippe Jacotet, vous êtes sensible à je dirais pas des parentés, mais ce que Paul Celan lui a permis de faire, c'est de dire l'horreur, l'abîme, le gouffre d'un homme qui meurt devant ses yeux. Comment vous pouvez mettre des mots sur des trous, des mots sur l'indicible, des mots sur quelque chose d'insupportable. Et aussi bien Leçons que certains poèmes de Celan, je ne dirais pas qu'ils se ressemblent, mais on voit qu'il a pris force, énergie chez Paul Celan pour conduire sa propre quête de formulation de l'indicible. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.